Première, 15h-16h. Majuscule, Eddy Kakelbergs. Allez, je vous emmène à présent au musée de la bande dessinée pour une exposition hommage à Wasterlin, Marc Wasterlin, les univers d'un raconteur d'histoire. Bonjour Marc. Eh bien bonjour. Vous êtes donc un grand raconteur d'histoire. Ah ça, je n'y ai jamais manqué. C'est quelque chose qui vous habite depuis l'enfance, ça ? De raconter des histoires ? Bah oui, je crois. Au début, j'étais bien le seul à y croire. Et puis petit à petit... je me suis aperçu que... En fait, j'étais pas doué pour prendre la parole. Les autres parlaient plus fort que moi. Et je me suis dit comment faire. En dessinant, peut-être qu'on allait au moins regarder mes dessins. Ça n'a pas manqué, parce que je pense que vous nous avez tous un peu bercés, emmenés dans des univers. Moi, j'ai le souvenir, évidemment, j'ai l'âge pour me souvenir, que dans mon enfance, le docteur Poche m'a emmené dans son univers. Mais vous, comment est-ce que vous avez imaginé cet univers-là ? Eh bien, le docteur Poche, en fait, est issu d'un personnage précédent qui s'appelait Monsieur Bonhomme, qui paraissait dans Tintin, quand Grec était encore le rédacteur. Et puis, je travaillais chez Monsieur Payot, qui était un grand monsieur de la bande dessinée. Bien sûr. Mais pris un peu par ses affaires, qui commencent à le dépasser, il se transforme un peu en voyageur, signant des contrats, tel Monsieur de Mesmacher, de Gaston Lagaffe. Et donc, il nous conseille, à moi et à François Valteri, d'en profiter pour prendre notre envol, parce que lui ne pourra pas assurer du travail pour le studio à cause de ses nombreuses obligations. Donc, mon personnage, Monsieur Bonhomme, échouera chez Spirou. Mais le rédacteur, à l'époque Thierry Martens, ne désire pas avoir de problème avec les éditions du Lombard, concurrentes de Dupuis. Et donc, il me demande de changer le nom et d'inventer un autre personnage, mais de garder cette ambiance un peu magico-surréaliste. Et donc, ce sera le docteur Poche, parce que c'est un magicien, parce qu'il a un manteau rouge qu'on peut voir à l'exposition qui m'est consacrée par le Centre belge de la bande dessinée jusqu'en septembre. On va demander au commissaire. Jusqu'au 15 septembre. 15 septembre. Ouais, parce qu'on a avec nous, effectivement, Jean-Claude Delaroyère, qui est le commissaire de cette exposition. On y voit tout Wasterlin ? Pratiquement, oui. Je pense qu'on a trouvé des originaux de toutes ces époques et de tous ces personnages, toutes ces séries. Je dois remercier beaucoup pour ça un grand collectionneur qui habite à Bordeaux, qui est architecte à Bordeaux, et qui s'appelle Pierre Guyot, et qui a chez lui environ 400 originaux de Wasterlin. Donc j'ai vraiment fait mes courses à Bordeaux pour cette exposition. Vous avez un fan absolu, Marc Wasterlin, à Bordeaux, manifestement. C'est un monsieur que je connais depuis une trentaine d'années. Et qui vous a suivi au point de systématiquement se porter acquéreur de ce qu'il pouvait. Je ne suis pas le seul objet de ses collections. Hein. Non, mais enfin, manifestement... il a particulièrement soigné celle-là. Et on doit la remercier, car son idée était que ça ne se disperse pas. Et il voulait absolument tout rassembler, parce que on donne des planches, on participe à diverses manifestations, et ça se perd. Bien sûr. Ça s'abîme, etc. Enfin, lui a tenu à être le protecteur de mon travail. Ça, c'est un pain béni pour un commissaire d'exposition. Toute la première moitié de l'œuvre de Marc se trouve chez lui, et puis Marc possède encore quand même tout ce qui est plus récent, les pixels, la planète des chats, beaucoup de choses. Donc je crois que j'ai rassemblé pour l'exposition 250 planches, et puis énormément de fichiers que j'ai été chercher chez des gens que Marc connaît aussi. Comme c'est une exposition qui s'adresse aussi aux enfants, parce que c'est un univers très enfantin, j'ai voulu avoir beaucoup de couleurs dans cette exposition. Alors, quand on montre que des planches originales en noir et blanc, c'est un peu rébarbatif pour les enfants. Donc, on a agrémenté l'exposition d'albums géants, par exemple, et de beaucoup d'images que Marc fait pour les dédicaces, par exemple, et qui scannent systématiquement. Quel est le plus vieux dessin de Marc Wasterlin que vous allez nous offrir ? Dans l'introduction de l'exposition, il y a un chapitre intitulé « Les premiers pas », et il y a un dessin qu'il a fait étant adolescent, probablement, il devait avoir 14-15 ans, et c'est un dessin qui montre un groupe de rock occupé à jouer,
Et dans ses jeunes années, Marc était lui-même un musicien qui a fait partie d'un groupe de rock. C'était une forme d'autobiographie dessinée, Marc Westerlin, à l'époque? Curieusement, on va retrouver quelques musiciens dans les bandes dessinées que je vais pouvoir faire, dont M. Bonhomme qui était violoniste, mais un violoniste un peu magicien. Oui. Il ouvrait son étui de violon et en sortait la mer, la plage, les mouettes, le soleil dans sa petite chambrette. Un peu triste voilà. Et à d'autres occasions, on pourra retrouver la musique. Ce dessin-là, vous vous en souveniez bien? Non, pas du tout. C'est sans doute un condisciple de l'école qui a gardé ça et qui... Je ne sais comment ça a atterri. Mais je n'aime pas trop ces vieux dessins. Ça m'attriste parce que j'ai fait tout pour essayer de m'améliorer et on me montre sans cesse ces débuts un peu tâtonnants. Mais bon, pour tout jeune dessinateur, je suppose que c'est le même chemin et qu'on apprend à faire des progrès et il faut toujours y croire. Voilà, et dans une exposition comme ça, il faut bien partir d'un début. Ah oui. Et donc, on montre le premier pas, et puis son arrivée chez Peyo, et puis son arrivée au journal Tintin, et puis au journal Spirou. Oui, il veut dire que ça ne tombe pas comme ça d'un coup de baguette magique. Ouais. On apprend à l'école, il y a des écoles spécialisées. Et puis, par expérience, moi j'ai encore eu la chance. C'était une époque des dessinateurs confirmés, comme Greg avait un studio avec quelques assistants devenus célèbres, comme Danny par exemple, et d'autres, Dupas, etc. Vous nous emmenez dans un univers magique. Hein. J'ai l'impression d'ouvrir l'album de mon enfance et de mon adolescence, Marc Westerlin, en vous entendant parler de ces noms-là. Oui, un peu ça. Mais donc, on apprenait ainsi, un peu comme les artisans, en fait, apprenaient leur métier en travaillant chez un artisan confirmé, dans quelques domaines que ce soit. Ça n'existe plus, ça. Parce que, bon, il y a des problèmes de salaire ou de l'ego qui ont changé. On ne peut plus utiliser ce système. Comment qualifieriez-vous l'univers graphique de Marc Westerlin aujourd'hui, Jean-Claude Delarroyère? C'est du dessin caricatural qui est très original. Parce qu'au début, quand Marc a commencé Dr Poche, il s'était cassé la main et le dessin rond qu'il avait appris chez Peyo n'était plus tout à fait possible, il devenait plus brutal, plus haché. Et il a inventé une sorte de dessin qui a fait école à ce moment-là, surtout chez les dessinateurs de Spirou, chez les jeunes auteurs, qui en avaient assez de cette réputation de dessin agrené qui caractérisait la BD belge. Et donc, ils se sont un peu inspirés, et je dirais, c'est la preuve d'un grand dessinateur, c'est celui qui inspire les autres, quoi. Et même des gens comme Isler, Geers ou Ben, on voit qu'ils ont trouvé de l'inspiration dans le travail de Marc. Oui, Marc Westerlin, vous reconnaissez, vous, dans ces héritiers, et vous considérez que ce sont un peu vos enfants ? Ouais, si je leur ai permis de trouver leur propre voie, ils en ont bien profité parce que c'est sans doute le but, c'est pouvoir affirmer sa personnalité, même si on démarre en recopiant une sonate ou en recopiant des œuvres de Picasso ou autre. C'était vraiment pour eux un but à atteindre. Comment cette planète des chats vous est venue? Parce que celle-là aussi, elle fait partie de votre panthéon, évidemment. Je viens de me rendre compte, en discutant dans une interview là, ce matin, qu'une toute première BD qui a été éditée, c'était dans Samedi Jeunesse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et c'était une histoire d'un chat qui explorait l'espace à bord d'une fusée et découvre une planète en forme de camembert avec des trous et habitée par des souris. Et lui, comme il subit un choc à l'atterrissage, il ne sait plus qui il est, mais les souris lui disent que c'est une souris et qu'il y croit, malgré le fait qu'il fait miaou. Et donc, il deviendra le roi de la planète des souris jusqu'au moment où il se réveillera. Et alors là, c'est le drame pour ces pauvres souris. Eh bien, dans le dernier album du Dr Poche, Retour sur la planète des chats, et je me suis aperçu que j'avais repris un peu le même sans vraiment m'en rendre compte. C'est un petit chat qui a été recueilli par un couple de vieux ours
Et c'est papy et mamie, quoi. Et c'est le plus sage des ours. Et puis la mamie, c'est la femme médecine des ours. Et elle veut le garder, l'élever, ce petit chaton qui fait miou, 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 il est tout mignon. Et son mari lui dit, d'accord, je veux bien qu'on le garde, mais à condition de l'élever comme un ours. Et ils vont faire croire à ce pauvre petit chat qu'il est un ours. Mais un ours qui fait miaou, ça la fout mal quand même. Donc il va avoir toute une séquence où, comme ça peut arriver dans la vie, un problème identitaire, il ne sait pas qui il est exactement, surtout quand il voit que son papy n'a pas de queue, lui. Il se lave dans une bassine et il lui dit, mais papy, pourquoi tu n'as pas de queue, toi? Et moi, si, il a une queue comme un chat. Et le papy décide de lui couper la queue en lui inventant que c'est une épreuve initiatique pour devenir un vrai ourson. Alors le pauvre chat va se laisser faire et l'histoire continue comme ça. Ouais. On voit bien que Marc est un raconteur d'histoire. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce titre, raconteur d'histoire. Et c'est très amusant parce que quand j'ai été choisir les planches originales récentes chez Marc, chaque fois qu'il me montrait des planches, il me racontait toute l'histoire de l'album. et quand il m'a montré la dernière histoire qui est encore au stade du crayonné de l'album de Jeannette Pointu qui doit sortir, elles étaient à l'envers. Et il m'a raconté toute l'histoire à l'envers. Donc c'était très amusant. Donc oui, mais avant ceci, il s'est passé ça. Oui, mais avant ça, c'était vous allez un vrai raconteur d'histoire. Vous allez être condamné à exposer Marc Wasterlin dans votre enceinte au Centre belge de la bande dessinée pour pouvoir l'entendre raconter toutes ces histoires aux visiteurs. Oui, mais je connais Marc depuis très longtemps parce que dans ma jeunesse, j'étais éditeur d'un petit journal de rock et on avait fait une critique dithyrambique de son premier Dr Poche. Et un jour, il est venu sonner chez nous en disant « Voilà, je vais faire des illustrations pour votre journal. » Et c'est comme ça qu'on se connaît depuis 1978, je crois. Le fait qu'il vous ait rendu ce service, vous avez poussé à vouloir leur en rendre un, Marc Wasterlin. Aller dessiner pour eux, c'était une façon de les remercier d'avoir fait une bonne critique. Oui, mais j'étais pas le seul. Hein. Il y avait Berkovici qui était tout jeune. André Franquin a fait quelques dessins aussi. François Valteri. Fmur. Sokal a commencé chez nous aussi. Oui. Janin. A participé à l'aventure. Et on faisait tous des dessins et on était payés avec des 33 tours que les maisons de production rock'n'roll envoyaient bien sûr au journal afin d'obtenir une critique ou une prise en compte dans la Gazette. Et c'est ainsi que j'ai eu toute une collection de célèbres musiciens de rock. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de jeter comme regard sur ce que vous avez dessiné, inventé, raconté, Marc Wasterlin, qui permet cette exposition rétrospective impressionnante apparemment? Quel est le regard que vous jetez en rentrant au Centre belge de la bande dessinée en disant voilà, tout ça c'est de moi? C'est impressionnant et puis je pensais pas que ce serait aussi bien agencé, divisé en chapitres. Oui, on a parlé des débuts, puis la période de collaboration, les premières éditions, l'apparition du Dr Poche, de Jeannette Pointu, des pixels et la musique. Il y a même aussi un costume du Dr Poche qui est exposé. Il vient de Binge. Il y a 4-5 ans, un groupe, une société, le dimanche, elle joue des costumes. Le mardi, c'est les Gilles. Donc chaque société décide en secret d'un costume. Et ceux-là avaient choisi de se déguiser en Dr Poche. Et donc avaient fabriqué un haut de forme rouge, un manteau avec la cape rouge, le nœud papillon, une baguette magique, instrument indispensable pour danser sur les tambours, et les gants blancs, etc. Et comme ma femme avait encore son commerce sur la Grand Place, la société est rentrée dans la maison. C'est de tradition, les huîtres et le champagne. Et moi, j'étais halluciné par ces Dr Poche qui envahissaient le salon de coiffure. Vous avez dessiné les rues de Binche, en quelque sorte. Mais oui, puis ils m'ont traîné dehors pour danser avec eux. C'est formidable. Et c'est l'un de ces participants M. Mostad, de Binche, qui a gardé, lui, précieusement son costume.
et nous l'a prêté à l'occasion d'une exposition à la maison de l'Office du tourisme à Binche, lors de la vision du film de Robert Devin qu'il m'a consacré sur Sidney Westerlin, ça s'appelle. Donc il était à l'entrée, et j'ai pensé à le proposer à mon ami Jean-Claude pour l'exposition, et eux ont eu une idée assez dans l'esprit du Dr Poche, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué, pour protéger ce costume, il fallait trouver quelque chose, pour pas que les enfants s'amusent à tirer dessus ou quoi. Et ils ont fait un énorme chapeau géant, mais donc c'est comme une cabine, quoi, si vous voulez, rouge, avec une ouverture, et le costume est à l'intérieur avec une glace devant. Et donc, il y a même la souris sur le chapeau, je ne l'ai vu que tout à l'heure. Et donc, c'est quand même assez surprenant. Mais je les en remercie du tout le travail qu'ils ont fait. Hier, j'ai jeté rapidement un petit coup d'œil. Ça tapait du marteau encore un peu partout. Il y avait des outils qui encombraient le sol. On redressait ici un cadre, on collait ici une image. Ils se sont donné du mal, il faut bien le dire. Et donc, le public peut la découvrir jusqu'au 15 septembre prochain au Centre belge de la bande dessinée. Vous pourriez en faire encore 3 ou 4 avec tout ce qui vous reste, non ? Ça va être un peu difficile, mais il y a encore beaucoup d'autres auteurs que j'ai envie d'exposer, et donc ça, je vais pas prendre ma retraite demain, je pense. Merci en tout cas à vous Jean-Claude Delarroyère et à vous Marc Westerlin d'être passé par nos studios pour nous en parler. Donc Marc Westerlin, les univers d'un raconteur d'histoire, vous l'avez compris, c'est jusqu'au 15 septembre prochain au Centre belge de la bande dessinée. Ne le ratez pas. Allez voir le chapeau, tiens, ça vous donnera des idées pour enjoliver le monde, il en a besoin.